Yes, we can. Je vous demande de vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit au bon moment pendant le 20h sur France 3 Corse via Stella évidemment. En Syrie, près de Raqqa, les combattantes kurdes sont en première ligne dans la lutte contre les djihadistes du groupe terroriste dit État islamique. Sur ce sujet, le journal 20 minutes raconte l'histoire de Kaziwar, 23 ans. Notre participation aux brigades féminines est une revanche pour toutes les femmes enlevées à Sinjar en Irak et vendues comme esclaves sexuelles sur les marchés, explique-t-elle. Ces guerrières de la liberté luttent sans relâche aux côtés de leurs frères d'armes pour vaincre l'obscurantisme. Les titres de votre 20h. En Corse, le football, une passion politique, les regards des journalistes Thomas Brunet et Sébastien Pisagne, la Méditerranée et son territoire journalistique, Thierry Pard est l'invité de votre 20h. Bonsoir Thierry, je vous en prie. Bienvenue sur le plateau de Pendant le 20h. Bonsoir. Je suis très heureux de vous accueillir. C'est très gentil, merci. Ce soir à 20h35 sur notre chaîne, tout de suite après Pendant le 20h, vous proposez les carnets de Méditerranéo avec le grand reporter Kamal Redouani, auteur de l'ouvrage Inside Daesh. Il répond aux questions, à vos questions et à celles des étudiants de Sciences Po Menton. C'est un entretien exclusif que vous nous proposez. En tout cas, c'est la première fois que Kamal Redouani s'exprime devant des étudiants de Sciences Po. Et puis, c'est la première fois qu'il s'exprime, pas seulement, je dirais, sur la situation au Proche et au Moyen-Orient, pour décrypter l'actualité si intense en ce moment, mais il évoque également les conditions dans lesquelles il travaille sur le terrain et les conditions dans lesquelles il a pu approcher, justement, ceux que l'on appelle les nouveaux djihadistes. Oui, vous proposez, c'est du décryptage aussi journalistique, du décryptage du traitement de l'information dans ces territoires-là. Voilà, absolument. C'est-à-dire que là, pour cette occasion, avec Kamal Redouani, qui travaille essentiellement pour France 2, pour Envoyé spécial et pour Arte Reportage, il y a bien évidemment son travail sur le terrain et puis également une série de questions sur cette situation au Moyen-Orient en particulier, avec les guerres Irak, Syrie, bien entendu, et puis également la nouvelle donne avec l'élection d'un nouveau président aux États-Unis. Oui. Alors justement, parlons-en de son territoire d'investigation. Il a sillonné la Syrie, le Liban, l'Irak, la Libye, le Maghreb, évidemment. Il a vécu aux côtés de ceux chefs ou simples combattants qui agissent et massacrent au nom de l'État islamique. Je vous propose de regarder un extrait de l'un de ces reportages diffusés dans l'émission de Thierry Pardy ce soir. Quelque part à Bagdad, en Irak. Ce prisonnier de l'armée irakienne fait partie du groupe État islamique. C'est un homme violent. Il rejette le monde, qui ne partage pas ses idées. Avant son arrestation, c'était un chef. Il dirigeait une cellule de terroristes. Condamné à mort, il attend l'application de sa sentence. Tu as tué des gens? Ouais. Beaucoup? Ouais. Ouais, j'ai assassiné en 2006, en 2007, jusqu'en 2010. J'aimais faire ça. J'étais doué. Je pouvais marcher à côté de quelqu'un, rigoler avec lui et lui tirer une balle dans la tête. J'étais un artiste. Un vrai de vrai. Témoignage que l'on retrouve ce soir dans votre émission, Thierry. Il faut décrypter cette parole-là. C'est essentiel pour comprendre également le mouvement terroriste dit État islamique. Voilà, c'est un extrait d'un reportage qui a été diffusé, un magazine de 52 minutes d'Envoyé spécial, au mois de juin dernier, sur France 2. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Kamal Redouani a une façon assez particulière de travailler, c'est-à-dire que il met carte sur table, il n'utilise jamais de caméra cachée. Ses interlocuteurs savent qui il est, ils savent que c'est un journaliste, qu'il travaille pour la télévision.
Et lui connaît également ses interlocuteurs, puisque ce sont des gens qu'il a pu approcher à travers différents contacts qu'il a pu établir, pas seulement sur place en Syrie ou en Irak, mais également à Paris, lors des toutes premières manifestations contre le régime syrien, par exemple. Le dialogue avec les étudiants de Sciences Po à Menton s'est noué également sur ces questions-là. Ils avaient des perspectives, d'autres perspectives également ? C'est-à-dire que le campus de Sciences Po Moyen-Orient, Méditerranée de Menton est un établissement très typique, puisqu'il s'inscrit dans cette ouverture sur la Méditerranée, sur les problématiques au Moyen-Orient et au Proche-Orient. Ce sont des étudiants qui se destinent en particulier à des carrières, je dirais, dans les relations internationales, dans les ambassades notamment, et ils sont très intéressés, bien entendu, ils travaillent au quotidien sur ces thèmes du Moyen-Orient, du Proche-Orient, des évolutions géopolitiques en Méditerranée, et donc nous avons travaillé de concert, nous avons travaillé en amont, bien entendu, pour préparer donc cet entretien avec Kamal Redouani, et je dois dire qu'ils ont ils ont préparé des questions tout à fait pertinentes, ils ont bien préparé leur coup. Alors c'est ce soir à 20h35, juste après, pendant le 20h. Il ne faut pas rater les carnets de Méditerranéo. Vous allez retrouver toutes ces problématiques-là, évidemment, et l'entretien accordé par Kamal Redouani. La géopolitique en Méditerranée, c'est l'ADN, évidemment, de Méditerranéo. Cela fait plus de 10 ans que vous êtes à la tête. Une dizaine d'années que vous êtes à la tête de ce magazine. Je dis l'ADN, la géopolitique, mais c'est l'ADN aussi de notre chaîne, ce magazine. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que Méditerranéo s'inscrit complètement dans la ligne éditoriale de Viasté, là, qui est à la fois une chaîne corse et de la Méditerranée. Alors, c'est vrai qu'on traite de problèmes géopolitiques, de problèmes économiques, sociaux, mais pas seulement. On s'intéresse beaucoup aux problèmes environnementaux, puisque la semaine dernière, nous avons consacré une grande partie de l'émission de 26 minutes autour des incidences du réchauffement climatique en Méditerranée, à l'occasion de la COP 22 qui se tient en ce moment à Marrakech. Et puis nous traitons également de sujets autour de problèmes, de thématiques culturelles, donc patrimoniales également. Nous parlons d'histoire également en Méditerranée. Voilà, c'est très éclectique, c'est très ouvert, avec parfois des émissions thématiques et puis parfois 4 reportages qui traitent de sujets complètement différents. Et c'est la diversité des journalistes, des regards des journalistes, la singularité des regards des journalistes qui fait la richesse de votre magazine. Il y a une diversité de points de vue, d'opinions. Voilà, oui, parce que en fait, nous travaillons avec une petite rédaction installée ici à Ajaccio et puis également à Marseille, et puis avec des collaborations, des journalistes qui vivent, qui travaillent dans ces pays, par exemple au Liban, en Israël, pour ne citer que cela, et également avec des télévisions méditerranéennes, à la fois pour Méditerranéo, mais également pour les carnets de Méditerranéo, puisque nous sommes en partenariat essentiellement avec la RAI et la télévision publique des Baléares. Alors vous l'avez dit, ça fait plus de 10 ans que vous êtes à la tête de ce magazine. Vous avez présenté des journaux télévisés sur notre chaîne, évidemment, des magazines politiques. Est-ce que ce rapport au journalisme, peut-être cet autre journalisme, cette diversité des points de vue, cette diversité des regards en Méditerranée, a changé votre regard sur ce métier, Thierry Parly ? Peut-être pas le regard sur le métier, mais en tout cas, ça a changé mon activité principale, puisque c'est vrai qu'auparavant, j'étais essentiellement consacré sur l'actualité ici en Corse, même si déjà nous avons toujours, bien entendu, une vision méditerranéenne des choses, puisque nous sommes au cœur de la Méditerranée. Mais c'est vrai que pour moi, ça a été une évolution considérable, parce que j'ai dû explorer je dirais, de nouvelles destinations et de nouveaux univers. Thomas Brunel, qui va nous rejoindre dans quelques instants, qui est un des débatteurs de Pendant le 20h, me disait dans cette émission, il y a quelques semaines déjà, que la présentation de Kantara, notamment de Méditerradio, avait changé son regard, y compris sur l'autre, pas que sur le journalisme, sur l'autre, beaucoup plus humain peut-être même, cette pratique-là, Thierry Parly. Parce que je pense que c'est vrai qu'au-delà des décryptages, je dirais, des explications un petit peu magistrales de tout ce qui se passe en Méditerranée, en tout cas, nous, c'est ce que nous cherchons à faire dans Méditerranéo, et c'est ce que fait également Thomas au niveau de Kantara et de Méditerradio sur RCFM, c'est-à-dire que nous cherchons à aller au plus proche des gens.
c'est-à-dire écouter la parole, écouter aussi les diversités, parce que on travaille sur des zones où il y a des cultures différentes, des personnes de confessions différentes, donc il y a une difficulté particulière également à ce niveau-là. Et c'est aussi très difficile parfois d'approcher les gens, d'approcher l'homme de la rue dans des pays comme l'Algérie, comme le Liban par exemple, ou comme également la Tunisie, même si c'est un pays plus ouvert, mais il y a aussi des difficultés aussi pour avoir des autorisations de tournage, notamment à l'extérieur. Je pense à l'Égypte également, où c'est très compliqué. Donc en tout cas, nous nous attachons chaque fois à recueillir le sentiment des gens, et pas seulement, entre guillemets, des élites. Oui, le témoignage, exactement, c'est d'actualité, vous me direz, hein, Thierry, hein, les élites. Presque fait exprès. C'est bien vu. Alors, on va rappeler ce soir, 20h35, tout de suite après, pendant le 20h, c'est un numéro exceptionnel des Carnets de Méditerranée. Kamal Redouani, auteur de l'ouvrage Inside Daesh, est avec vous et avec les étudiants de Sciences Po Menton. Il y a cet extrait que vous avez pu voir. Il y en a d'autres. Il y a le décryptage du métier du journaliste, du traitement de l'information dans ces pays-là, dans ces pays difficiles. Il y a évidemment l'évocation de Daesh, du mouvement terroriste dit État islamique. C'est avec vous, mon cher Thierry. Je suis très heureux d'avoir bavardé avec vous sur votre émission. Eh bien, je vous remercie en tout cas. Merci à vous. Et à ce soir pour cette émission. Bientôt. Et oui, et à ce soir, c'est évident. Je serai devant mon poste. À très bientôt. Vous le savez, tous les soirs, nous essayons de débattre. Nous proposons des débats. Et ce soir, il s'agit du sport collectif, paraît-il, le plus populaire au monde. Le football est parfois même considéré comme une religion. Mais est-ce une passion politique? Nous en discutons avec les journalistes Thomas Brunel et Sébastien Pisani. Bonsoir messieurs. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir à tous. Bonsoir Sébastien, Pisani, Thomas Brunel. C'est votre première en tant que débatteur ici dans Pendant le Allez. Ça dure le plus longtemps possible et que cette émission soit aussi bonne chaque fois. On le souhaite. Alors oui, j'ai décidé de vous faire débattre autour du football et de la passion politique autour du football. Un chiffre, si vous le permettez, 260 millions de joueurs au monde. Ce sont les chiffres de la FIFA, de la Fédération internationale du football. Augmentation importante du nombre de licenciés chez les femmes également. Le football est le sport de masse, je l'ai dit, le plus important. Et les terrains sont souvent les théâtres d'enjeux politiques. Dans les années 80 en Angleterre, notamment à Liverpool, c'était l'anti-Thatcher qui était de mise. Dans les années 90, fin des années 90, on se souvient tous de la victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde. On parlait de France, black, blanc, beurre. Selon vous, doit-on avoir une lecture politique? C'est avec vous, Thomas, que je commence. La lecture politique du football. Oui. Je pense qu'elle est automatique parce que lorsque l'on rassemble plus de 2 personnes à un endroit, ça fait un potentiel intéressant. Donc, vous l'avez dit, il y a combien de participants? Des millions. Il y a combien de spectateurs et de téléspectateurs, de passionnés? Donc, c'est presque un État, je dirais, entier sur notre planète. Et c'est sûr que les politiques ne vont pas laisser cette masse comme ça inerte. Donc, voilà, c'est sûr. Oui, c'est un enjeu politique. Les politiques s'y intéressent de près, mais vos exemples sont anciens. C'est vrai. Vous l'avez remarqué. C'est vrai, très juste. Parce que je pense que dans le domaine sportif, comme dans bien d'autres domaines, on a montré la direction du vestiaire à la politique. On est allé de Karim Benzilla, finalement, parce qu'aujourd'hui, de quoi parle-t-on? On parle de sous, on parle d'économie, du poids de la finance, bien plus, finalement, que de politique. Alors peut-être un peu, d'ailleurs, je pense qu'on reparlera de la Corse, moi je trouve qu'il y a quand même des échos politiques, notamment à travers le Sporting. Mais les exemples que vous donnez, à la fois sont anciens, peuvent même remonter à plus loin, après-guerre, effectivement. Il y avait ce rapport par exemple, le club qui portait un peu les couleurs du monde ouvrier par rapport au club qui portait davantage celui d'une bourgeoisie ou du capitalisme. Ça faisait écho à ce qui se passait au niveau politique et des luttes notamment du Parti communiste. Mais non. Désormais, je crois que cette image est dépassée, sauf peut-être aussi au niveau international, au niveau de la géopolitique, il se passe peut-être des choses. Mais en fait, on va aller à Glasgow tous les deux, et lorsqu'il y a le match, comme Old Firm, entre les Rangers et le Celtic, vous allez vous mettre un tricot vert et blanc, et vous allez passer devant un pub bleu. Oui, mais c'est une identité. Et vous allez voir si c'est pas d'actualité. C'est pas de la politique, bien sûr. L'identité liée à la ville. L'identité est toujours souvent politique. Moins politique aujourd'hui, je pense. Vous avez dit, Thomas, l'identité, elle est plus ou moins politique? L'identité est politique, oui. Quand on se revendique d'une identité, il y a toujours un côté politique. Mais pour revenir à ce que dit Sébastien, moi je pense que ça reste d'actualité parce que les passions qui sont nées de rivalité entre clubs
qui ont des origines sociales, politiques. On parle de Glasgow, entre le Celtic et les Rangers, Celtic plutôt catholique et pro-irlandais, les Rangers loyalistes et protestants. On peut parler de Milan, parce qu'on peut aller aussi au-delà de la religion, du problème social et des riches et des pauvres. Il y a le Milan, des supporters très inquiets le Milan qui sont rachetés par les Chinois. Ça va dans le sens de... Oui, mais attends, le Milan qui est un club plutôt bourgeois contre l'Inter qui est un club plutôt populaire. Donc il y a aussi ces luttes permanentes. Mais c'est vrai que, Philippe l'a dit au début, ça représente aussi un peu une réalité sociale, culturelle, politique. C'est le reflet de notre société. Et avant d'aller, malheureusement, dans les arènes voir les gladiateurs, maintenant, on va voir du football. Et c'est un peu dans le même esprit. Après, j'espère. C'est un peu plus de cinéma, mais quand même, c'est pas... Ça participe d'un ADN et d'une histoire. Alors, est-ce que ça participe d'un ADN en Corse ? Mais en Corse, voilà, en Corse. Alors, il y a l'image, il y a le Sporting dont on dit que c'est le club de la Corse. Certainement dû aux épopées. Non, mais c'est pas d'Europe. À l'ère, il y a 1975. Le Riacuiste, on l'a baptisé ainsi, qui débute. 2 ans après, pas 3 ans, parce que le Sporting, c'était la saison 77-78. Fait cette épopée magnifique en Coupe d'Europe, en Coupe de l'UEFA. Mais ça a été le porte-drapeau, et au sens propre figuré, non pas du football corse, mais de la revendication corse. Parce que dans les stades, parce que moi, je suis monté voir les matchs du Sporting à cette époque-là, contre Zurich, contre Jena, etc. C'était quoi le stade ? C'était des drapeaux corses, mais il y en avait des milliers. Donc voilà, c'est un club qui devient le porte-drapeau, non pas d'un football d'une région, mais d'une revendication politique. Et dans le Riacuiste, et Didier Rey le dit très bien, sociologue Didier Rey, dans ses ouvrages et dans ses recherches, le Sporting a joué un rôle considérable aussi dans ce Riacuiste. Et aujourd'hui encore, donc on est à combien, 35 ans ou 40 ans après, le Sporting reste le club de la Corse. Pourquoi ? Parce que les jeunes qui étaient étudiants à l'époque, qui sont aujourd'hui aux affaires ou d'autres, eh bien le Sporting faisait partie de leur vie. Oui, et puis cette revendication dont vient de parler Thomas, elle est toujours d'actualité. Moi, c'est ça ce qui me fascine et où je trouve qu'effectivement, il y a des échos toujours très politiques, en particulier au Sporting. On l'a vu à travers tout un tas d'affaires finalement assez récentes et qui faisaient écho à ces mêmes revendications liées à l'identité corse. On va rappeler par exemple 2002, cette fameuse finale de Coupe de France au Stade de France, la Marseillaise sifflée. Oui, parmi les supporters de Bastia, il y a des gens qui ont sifflé aussi pour des raisons politique, notamment. Vous parliez de drapeau, la fameuse affaire de la Bandera à Nice, de Jean-Louis Léca. Ça s'est traduit sur le plan politique avec l'appel notamment des nationalistes, et je crois me rappeler de Gilles Simeone, y disant aux Corses, mettez la Bandera au balcon et aux terrasses. Donc c'est vraiment, voilà, on se rend compte qu'il y a encore... c'est peut-être une petite différence par rapport à ce que je disais au départ, mais il y a encore ce relent politique, je trouve. C'est une scène, Sébastien, c'est une scène politique, théâtre qu'on veut, mais c'est une scène. Donc qu'est-ce qu'on fait sur une scène ? Eh bien, il y a du théâtre, il y a des actions, il y a des choses qui se passent pour qu'elles soient visibles. Voilà, c'est un théâtre, donc il faut y en profiter. Alors, est-ce qu'on a parlé du mouvement nationaliste avec le Sporting, mais est-ce qu'il y a aussi un clivage ? Existe-t-il un clivage entre la droite et la gauche pour les clubs insulaires ? Il y a quelques années, si on s'intéresse aussi à Ajaccio, on a parlé de Bastia, du Sporting, on va s'intéresser aux clubs ajaxiens également, le Gazélec et l'ACA. Est-ce qu'il y avait un clivage bonapartiste ? Le Gazélec, c'était, pour moi, ça reste... communiste, par exemple. Le Gazélec, pour moi, ça reste une énigme. Dans les années 60, ce club, qui est né de la fusion de 2 clubs, a été managé, je dirais, par Ange Casanova, qui était un leader communiste, qui était membre de la CGT, et la plupart des joueurs qui évoluaient au Gazélec étaient employés d'EDF, dont le syndicat majoritaire était la CGT. Donc ce club, le Gazélec, cette première approche, on va dire c'est un club communiste, de gauche, etc., etc. Oui, mais voilà, le président, qui s'appelait Jean-Jean Spinoz, était bonapartiste. Or là, et tout le monde vivait en bonne intelligence, et ce club, on disait, mais c'est un club communiste. Oui, mais le président est bonapartiste. Alors on dit c'est un club bonapartiste, mais non, parce que les joueurs sont communistes. Voilà, ça a été vraiment, et ça reste toujours une énigme aujourd'hui. Est-ce que ça a clivé la population ? Je pense que c'est pas la politique, peut-être un peu, mais pas tout à fait et pas totalement, parce que l'ACA restait un club plutôt à droite, avec l'emblème, c'était Antoine Federici, qui était aussi élu bonapartiste. Donc c'est assez difficile, mais ça c'est un peu la complexité ajaxienne. Alors on est pour un club ou pour l'autre, il faut remonter vraiment aux origines, mais je crois que c'était plutôt un découpage peut-être de la ville.
avec une vieille ville, quoique ça se mélangeait aussi. Je ne pense pas qu'il y ait une lecture objective de la situation, mais en tout cas, c'est vrai qu'elle est toujours coupée en deux, donc c'est toujours d'actualité. Et après, on pourra parler de la politique avec d'autres mouvements qui sont venus aussi s'intéresser au football. Est-ce qu'on peut considérer, vous êtes tous les deux, Thomas, Sébastien, des observateurs très attentifs de la vie politique et publique insulaire, est-ce qu'on peut imaginer en Corse aujourd'hui, alors on va faire un peu preuve de nombrilisme, qu'un élu d'une grande ville d'Ajaccio, Bastia, tenons, ne s'intéresse pas au football? Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Alors, il peut ne pas s'intéresser particulièrement au foot, mais il n'a pas intérêt, à mon sens, à le dire montrer, trop fort. Qu'il continue à aller jouer au badminton éventuellement le dimanche, mais enfin, être présent aux côtés de ces joueurs. Ce qui est vrai d'ailleurs à l'échelle locale, l'est au niveau national. Ce sport hyper populaire, un politique a tout à y gagner à montrer qu'il communie avec une population qui est également, effectivement, une population qui vote pour lui. Donc oui, pour moi, c'est une sorte d'évidence. Je vois mal un politique se couper de ça. On le voit d'ailleurs très bien à travers l'exemple de la... Sébastien, pas tellement se couper, mais est-ce qu'il doit se forcer à aller au stade? Est-ce que ça rentre dans une stratégie de communication? Je ne sais pas. Peut-il être contre aussi, ou en tout cas se tenir éloigné de la... Par exemple, sur Ajaccio ? Oui, ou de la Squadra Corse, par exemple. Donc cet exemple, c'est assez intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui, un politique corse peut décemment dire « Je ne suis pas pour cette idée qui consiste à rassembler les forces vives du football corse disséminé à droite à gauche dans divers championnats et divers clubs. » Non, je veux dire, il y a évidemment la passerelle logique. Il y a des élus d'ailleurs qui jouent. Thomas, vous savez, vous avez fait des matchs avec la Squadra Corse. Mais ça part du 28 février, je crois, 1967 à Marseille, où la France a été battue par la Corse. Ça reste un peu le symbole de la référence. Mais moi, je pense que si un homme politique n'aime pas le foot, c'est pas une tare. Je n'ai pas dit que c'était une tare. Bon, mais c'est peut-être pas un handicap non plus, mais s'il aide ce club... Prenons le maire d'Ajaccio. Il a 2 clubs. Comment fait-il ? Là aussi, est-ce qu'il va aux 2 ou alors, pour qui est-il Est-ce qu'il va à Timozo? À mes avis, est-ce qu'il va au volley ou est-ce qu'il va au 3 ? Bon, je suis sûr que je sais que c'est un sportif qui aime bien. On le voit à mes avis. Bon, voilà, ça se complique. À Bastia, c'est plus ancien joueur de la CA. Ancien joueur de la CA, en effet. Et le CAB à Monet. Par famille, je pense que tant... Le CAB à Bastia. Je m'engage à dire cela. Vérification sur les réseaux sociaux. #PL20H. Vérifiez si le député maire d'Ajaccio est pour le Gazélec ou pour la CA. Mais le CAB à Bastia, c'est se trouver lésé à un moment donné. Et son président, Antoine Emmanuel, il le disait. Il y en a beaucoup pour le Sporting, mais le CAB existe. Bien sûr. Et la municipalité aidait, enfin, par rapport au stade qui faisait partie de la communauté d'agglomération bastiaise, mais le CAB était oublié. Donc c'est toujours compliqué. Alors est-ce qu'avec la Squadra Corse, il y a une revendication tout de même nationaliste ? Ben là, il a encore plus d'actualité. Quand on voit que Jean-Guy Talamogne et Gilles Séméon vont aux Baléares, ils vont en Sardaigne, ils sont allés à Malte, ils vont préparer le terrain pour justement qu'il y ait un championnat interil en football. Mais là, je crois que ça va avec l'air du temps. Ça prend une autre dimension. Moi, je me retrouve davantage dans les mésaventures du Sporting, notamment avec la Ligue professionnelle de football. Par moments, cette sensation... souvent d'ailleurs assez juste, je trouve, de se sentir mal aimé, de poids, de mesure. Par moments, j'ai la sensation d'un discours qui pourrait tout à fait être un discours politique porté par l'un de nos ténors nationalistes vis-à-vis de l'État centralisateur français, pour reprendre... tout à fait. Alors, vous le savez, c'est la règle de pendant le 20h. 40 secondes pour résumer sa pensée et donner ses arguments. Le football, une passion politique. C'est avec vous, Sébastien, que je commence. Vive la Corse, parce que finalement, je pense que cette passion politique, elle vit encore un peu en Corse au niveau du football. En revanche, quand je regarde plus largement, en dehors peut-être de quelques zones situées du côté des îles britanniques, je trouve que ce que je disais tout à l'heure, la politique a finalement été chassée, comme elle a été chassée de tout un tas de domaines, par le financier. En ce moment, qu'est-ce qui fait l'actualité de tous ces clubs de l'élite, ce sont les repreneurs. Rappelons-nous de ce qui s'est passé au PSG avec le Qatar, ce qui se passe actuellement à l'OM avec notre ami américain là qui a pointé le bout du nez. Donc voilà, rendons au sport ce qu'il est, au foot la belle discipline qu'il est, et j'espère qu'on parlera un peu moins de fric dans ces années à venir. Thomas, je l'ai dit, c'est la première de Thomas Brunel en tant que débatteur pendant le 20h. Il y en aura beaucoup d'autres. Le football, une passion politique. 40 secondes, mon cher Thomas. Moi, je vais demander aux téléspectateurs de fermer les yeux. Pour moi, le football, c'est ça. C'est vrai, c'est un jeu. On va sourire, on va fermer les yeux. Et qu'est-ce que moi je vois ? Je vois Pelé
au stade Aztec de Mexico, monter, marquer ce but de la tête, on a l'impression qu'il est resté 20 secondes dans l'air. Je vois Maradona qui dribble tout le monde, la moitié de l'équipe d'Angleterre pour marquer ce but. Je vois le pied gauche de Messi, je vois le pied droit de Beckham, je vois le but de Steven Gerrard que vous adorez. Voilà, moi je garde ça du football, c'est-à-dire le sourire, les beaux moments, des moments magiques qui sont offerts au public. Après, ce qu'il y a dans les coulisses, l'argent, on va l'oublier et les gens oublient. Qui était le président d'un club comme le Standard de Liège ou le Bayern de Munich il y a 50 ans, on ne s'en rappelle plus. Mais de Franz Beckenbauer, on s'en rappelle. Surtout de Franz Beckenbauer. On se rappelle de l'excellent libéro. Quel poste vous jouez, Thomas ? Avant-centre, malheureusement. Avant-centre ? Non. Moi, je en tribune. En tribune. Merci beaucoup à vous deux. Vous avez vu durant l'émission des couvertures d'ouvrages ont défilé. C'est pour aller plus loin. Vous les découvrirez également sur la page Facebook de François Corse Vie Astel pendant le 20h. Merci à vous deux et à très vite. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous le savez, vous restez sur notre chaîne, les carnets de Méditerranéo avec Thierry Pard. Et je vous dis à demain, même lieu, même heure, pendant le 20h évidemment.